L'émergence des hoplites en Grèce antique vers 700 avant Jésus-Christ a conduit au départ d'une nouvelle ère dans laquelle l'art de la guerre se trouve complètement bouleversé. Montagnes, champs verdoyants et fières collines grecques sont sous la domination de terribles guerriers prêts à se sacrifier pour leur cité. Sous leur armure lourde bien qu'étincelante, ces grands gaillards traversent leurs terres sous le rayonnant soleil grec et portent leur étendard, signe de leur indépendance si chère à leurs yeux. Des voix s'élèvent dans la garnison grecque pour soutenir leurs camarades. Fini les temps où les batailles se limitaient à une somme de duels incohérentes. Désormais, les hommes grecs sont soudés derrière leur immense bouclier et forment une phalange inébranlable même face à la tempête. Rien ne peut les mettre en déroute, si ce n'est Zeus lui-même. Comment la phalange a transformé l'art de la guerre? Comment le combat hoplitique a-t-il marqué des générations? Bienvenue à la taverne. Trinquons les amis, au nom des hoplites. Le 7e siècle avant Jésus-Christ est un siècle de révolution militaire pour la Grèce antique. La bataille était jusqu'ici un moyen de faire parler son héroïsme en combat individuel. Dans une telle guerre, le char faisait seulement office d'instrument de prestige pour les nobles, leur permettant d'arriver sur le champ de bataille avec gloire. Bref, on parle ici d'une guerre plus idéologique qu'autre chose. Le champ de bataille prend cependant une toute autre dimension avec l'apparition de la phalange qui coïncide avec l'émergence de l'hoplite. L'hoplite archaïque a alors une armure qui ressemble étrangement à celui qui a dominé l'âge de bronze. Il est principalement constitué d'une cuirasse, d'un casque et de protèges tibia fait entièrement de bronze ainsi que d'un bouclier de bois rond recouvert d'une mince feuille cuivrée. L'hoplite porte deux armes en fer, une épée courte et surtout une lance utilisée pour le combat rapproché. Mais s'il y a bien une amélioration d'ordre technique que l'on doit retenir avant tout, c'est ce bouclier qui a été amélioré. Ça peut avoir l'air de rien, mais anciennement manié avec une unique poignée centrale, le bouclier est désormais équipé d'une seconde poignée qu'on appelle anti-labet au bord du bouclier. L'hoplite peut désormais passer l'avant-bras dans une gaine située au milieu du bouclier, le propax, tout en tenant fermement par l'antilabet, ce qui répartit le poids du bouclier sur tout le bras. Et le bouclier a une importance cruciale, à tel point que le terme hoplite dérive du mot hoplon, le bouclier. Un lien inébranlable lie le guerrier avec cette pièce de l'équipement. On constate vraiment le lien indissoluble qui s'est tissé entre ce type de guerrier et cette pièce de son équipement. Le bouclier est porteur d'images. Il y a une variété florissante de motifs. Chaque bouclier transmet une émotion particulière, la peur, la rage, le désespoir ou encore l'ambition, le bonheur. Dans un sens, il a une valeur identitaire et même une valeur généalogique. Le bouclier présente toute la lignée de l'hoplite. Le même blason se transmet de père en fils, donc en combattant, l'hoplite fait l'honneur à toute sa descendance. Et sur le champ, le bouclier est d'une grande efficacité pour défendre l'unité de phalange. C'est l'arme qui unit tous les hoplites pour ne faire qu'un. Ensemble, les hoplites sont plus féroces, plus soudés et plus inébranlables encore. Le bouclier présente la caractéristique de protéger non seulement son porteur, mais aussi l'homme placé à côté de lui dans le rang. Autant vous dire que le bouclier hoplitique est le symbole même d'un indéfectible esprit de corps. Plutarque, penseur et philosophe grec au 1er siècle après Jésus-Christ, rapporte d'ailleurs une de ses discussions avec un hoplite spartiate dans l'une de ses œuvres qui souligne la valeur symbolique du bouclier. On lui demandait pourquoi les Spartiates notaient d'infamie ceux qui jetaient leur bouclier, et non pas ceux qui abandonnaient leur casque ou leur cuirasse. C'est, dit-il, qu'on porte ces deux dernières armes pour soi-même, et le bouclier pour l'intérêt général de l'armée. Dans une phalange, tout se repose sur la cohésion. Une seule vague de panique et tout s'effondre en un clin d'œil. Et le pire blâme qui existe pour l'hoplite, c'est l'accusation de Ripsapsia. Lorsque Plutarque dit des Spartiates qui notent d'infamie ceux qui jettent leur bouclier, il fait référence à l'accusation de Ripsapsia, c'est-à-dire de jet du bouclier, qui était porté contre les hommes qui étaient les premiers à abandonner leur bouclier lorsque la cohésion de la phalange s'effondrait. L'existence d'une telle condamnation confirme le rôle capital du bouclier dans la panoplie et met également en relief l'importance du caractère collectif de la bataille hoplitique. Oui, la guerre n'est plus alors un art individuel, mais bien un art collectif en Grèce antique. La bataille hoplitique traditionnelle cherche rapidement à faire la décision et à désigner clairement le vainqueur. C'est sur le territoire de la cité attaquée que se déroule en général la bataille. Celle-ci répond alors au défi en cherchant à se protéger.
Le vainqueur sera celui qui parviendra à avoir la maîtrise finale du champ de bataille à l'issue de l'affrontement. Mais attention, si la bataille cherche bel et bien la maîtrise du terrain, la guerre en général, elle, ne vise pas pour autant à conquérir le territoire de façon permanente. En Grèce, les guerres sont un moyen d'acquérir du prestige, de la gloire, du pillage. Rares sont les cités qui convoitent les territoires voisins ou qui convoitent une quelconque annexion. Lorsque les armées sont équipées, la bataille est sur le point de commencer. C'est le silence et l'attente avant le combat. Une attente toujours éprouvante pour certains, qui ont de la peine à rester maîtres d'eux-mêmes. Quelquefois, il peut même à cet instant se produire une panique. Et c'est une bataille qui finit avant même d'avoir commencé. L'une des deux armées prend la fuite avant le début du combat. Une telle issue que l'on attribuait, selon le cas, à l'intervention surnaturelle de Phobos, le dieu incarnant la crainte, de Dionysos ou de Pan, d'où est tiré le mot panique, représentait pour le vainqueur la gloire suprême, à l'instar des athlètes qui, à Olympie, étaient vainqueurs sans poussière, c'est-à-dire sans avoir eu à se battre sur le terrain, et triomphaient faute de rivaux, triomphaient sans même bouger le petit doigt, tellement ils insufflaient crainte et terreur chez leurs adversaires. Pour le camp qui s'était dérobé, c'était évidemment la honte. Le retour à leur cité était rude, ils ont failli à leur mission et bafoué le prestige de leur blason. Dans une phalange, comme vous avez pu le constater, chaque homme dépend directement de ceux qui l'entourent. Non seulement car son côté droit n'est pas protégé par son propre bouclier mais par celui de son voisin, mais aussi parce que dans ce type de bataille, la victoire ou la défaite résulte uniquement du maintien ou non de la formation. L'objectif numéro 1 des soldats est de marcher et de demeurer ensemble, en formation serrée. Par leur nature même, les hoplites se soumettent donc à une règle commune. Et c'est de cette règle librement acceptée que découle le concept même de discipline. Chaque hoplite doit dompter sa maîtrise de soi pour occuper un poste précis dans les lignes et le tenir sans flancher, se déplacer en corps contre l'ennemi comme un seul homme. L'ordre, ce que les Grecs appelaient le taxis, mot qui va donner naissance au nom tactique, prime dans une phalange, et c'est ainsi que le terme de taxia servit à définir la discipline. Les trois valeurs éthiques qu'un hoplite se doit d'obtenir pour atteindre le paroxysme du guerrier grec modèle sont les suivantes: la discipline, l'ordre et l'esprit de corps. Sur le plan du comportement, les changements ne pouvaient pas être plus radicaux. On a vraiment l'émergence d'un tout nouveau comportement dans les combats hoplitiques, d'un nouvel ethos guerrier, le sang-froid, le calme, cette capacité à rester concentré inébranlable en toutes circonstances. C'est d'ailleurs le point sur lequel les Grecs s'écarteront peut-être le plus des autres armées de leur époque. Du temps des guerres entre nobles, chantées plus tard par Homère, l'éthos militaire reposait principalement sur l'exploit individuel, éveillé par la fureur guerrière. Le ménos, des siècles plus tard, avec la phalange hoplitique, c'est une valeur opposée à celle des héros de l'âge de bronze qui prônait la sophrosouné, ou la maîtrise entière de soi, maîtrise qui permet la cohésion de la phalange tout entière. La sophrosouné est désormais considérée comme vertu fondamentale et remplace ainsi chez l'hoplite l'ivresse de la lutte, le vertige qui faisait du guerrier archaïque un homme possédé par le ménos, la fureur guerrière. Cette nouvelle conception du guerrier grec n'ignore pas pour autant entièrement les traditions du passé. La bataille d'hoplite conserve, au moins dans ses débuts, beaucoup d'aspects rituels et donne l'air d'une activité presque aristocratique. Sont ainsi interdits tout massacre de civils, tout guet-apens et tout guerrier utilisant l'arc, arme considérée comme étant cruellement déloyale. Avec les interdits religieux pouvant freiner les initiatives, le jour, l'heure et le lieu de la bataille, bien souvent tout est convenu d'avance en commun accord entre les deux parties. La guerre est une compétition organisée à la loyale par des cités cherchant gloire et influence. Que les choses soient claires, le but ici n'est pas d'anéantir l'ennemi complètement, c'est juste de maîtriser le terrain du champ de bataille. Poursuivre l'ennemi en fuite, c'est perçu comme un acte de pure ignobilité. Cela reviendrait à faire honte à toute sa patrie. Massacrer dans le dos un ennemi, ne cherchant même pas à se défendre, et l'envoyer dans le ciel sans honneur est impardonnable. Ce serait violer une règle de conduite bien établie. L'horreur des massacres suite à la débandade de l'une des armées engagées dans le conflit est ainsi souvent épargnée aux combattants grecs, du moins dans les débuts, et le niveau des pertes reste pendant longtemps assez limité. La rencontre entre phalanges présente donc des aspects de tournoi, et elle se réclame ouvertement des traditions les plus nobles et les plus respectées d'une vieille aristocratie guerrière. Revenons donc
sur le champ de bataille. Après tant d'attentes et d'observation de l'adversaire, si chacune des deux armées tiennent toujours en place et ont mis de côté la tentation de fuir, l'heure est à la charge. Poussant des cris pour glacer le sang de l'ennemi, très souvent, les armées chargeaient en même temps en direction l'une de l'autre. Comment les hoplites se battent-ils? Quelles sont leurs stratégies pour terrasser l'ennemi? C'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Si la vidéo en question est déjà sortie, normalement elle popera juste ici. Et oui, malheureusement le récit devait bien finir par s'arrêter, j'espère que ça vous aura plu. Moi de mon côté, j'ai pris un immense plaisir à vous partager comme d'habitude mes recherches sur l'Antiquité. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, franchement ça met vraiment en avant la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, trinquons une nouvelle fois au nom de nos hoplites. Allez, peace!